de notification. Alors, quelques personnes nous disent qu'elles n'ont pas le son. Moi, j'ai l'impression que d'autres l'ont. Donc, ça doit venir de vous. Je vous invite à couper vos micros en dehors des temps d'échange pour le public, pour pouvoir laisser la parole aux intervenants. Hop. Donc, eh bien, bienvenue pour cette webconférence organisée par WeTechCare et nous avons le plaisir d'avoir l'intervention de la Banque de France, la Banque Postale, Crésus et SOS Famille Emmaüs, qu'on vous représentera et qui se présenteront plus en détail tout à l'heure. Nous allons être ensemble jusqu'à 12h30 pour cette webconférence. Quelques informations pratiques afin de passer un bon moment. Donc, comme je vous disais, le webinaire est enregistré, donc cela va vous permettre d'avoir un replay ou d'envoyer le replay aux personnes qui n'ont pas pu être là. N'hésitez pas à couper vos caméras si vous ne souhaitez pas apparaître sur le replay. N'hésitez pas à couper vos micros en dehors des temps d'échange. On va être assez nombreux. Il peut y avoir des interférences et voilà, ça casse un petit peu le rythme quand on entend deux ou trois micros ouverts en même temps. Puis c'est un moment d'échange. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. N'hésitez pas à vous présenter aussi pour savoir de quelle structure vous êtes, quel est votre rôle dans cette structure. Et puis, c'est un webinaire national pour la communauté des utilisateurs de la plateforme Les Bons Clics. Donc, n'hésitez pas à nous dire de quelle région vous venez aussi. Voilà. Donc, aussi, une question qui revient souvent, le support et les liens mentionnés vous seront partagés par mail à l'issue de cette webconférence. Alors, je me présente, donc je m'appelle Jean Lexica, je suis consultant chez WeTechCare et je suis accompagné de Paul, également directeur de programme. Paul, si tu veux te présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui autour de ce thème important sur lequel on travaille beaucoup, qui est le fait d'allier inclusion financière et inclusion numérique. Et je vais vous présenter en introduction juste après, mais je vais te laisser finir, Jean-Alexis, la manière dont nous, on voit le sujet chez WeTechCare, ce qu'on fait aussi sur le sujet. Et ensuite, je rendrai la parole, la main à Jean-Alexis et je serais ravi d'écouter les échanges avec, avec ces différents acteurs qui, chacun à leur manière, justement, appréhendent cette dimension financière de l'inclusion numérique ou cette dimension numérique de l'inclusion financière. Merci beaucoup, Paul. Donc oui, moi, je vais avoir le plaisir effectivement d'animer cette webconférence. Vous l'avez compris, d'animer notamment la table ronde de ces acteurs présents aujourd'hui et on vous remercie à nouveau. Peut-être pour représenter rapidement WeTechCare avant que Paul justement présente la partie inclusion financière de notre activité. Nous sommes une association qui a pour vocation de mettre les opportunités du numérique au service du plus grand nombre. Donc pour ça, d'abord, nous développons des solutions numériques à destination des aidants numériques, donc professionnels et bénévoles qui accompagnent en fait les publics en difficulté et en fragilité numérique. Donc sur cette plateforme, vous retrouvez des ressources pédagogiques et des outils en libre accès pour accompagner et pour vous outiller sur la médiation numérique. Nous avons également une activité de conseil où nous accompagnons des organisations publiques et privées dans leur stratégie d'inclusion numérique. Et puis, comme aujourd'hui, comme nous le faisons par exemple sur la thématique de l'inclusion financière, nous animons des tables rondes, des prises de parole sur des sujets en lien avec l'inclusion numérique. Et là, aujourd'hui, donc sur la thématique plutôt inclusion financière, pour mettre en lumière des initiatives, créer des débats autour de ces sujets. Et puis, nous publions également des études sur nos différentes thématiques. Voilà donc pour la vision un peu large de WeTechCare, donc association qui a été créée aussi par le fondateur d'Emmaüs Connect, donc Emmaüs Connect, j'ai vu qu'il y avait des personnes d'Emmaüs Connect qui étaient là, enfin, des bénévoles. Donc voilà, bienvenue. Donc effectivement, pour le programme, donc, Paul vous partagera le volet inclusion financière par le numérique. Ça fera une belle introduction à cette table ronde. Et puis, on vous présentera les actions de WeTechCare en ce sens. Et puis ensuite, on aura un tour de table qui sera avec la Banque de France plus largement
comment le numérique permet de prévenir et d'agir sur la fragilité financière. Avec la Banque Postale, comment prendre en compte et accompagner les clients en difficulté numérique. Nous avons également SOS Famille Emmaüs qui est présent, qui nous parlera d'une application pilote budget et pilote dépenses et donc comment le numérique peut aider à mieux gérer son budget. Et enfin, comment le numérique permet d'accélérer l'accès au microcrédit. Donc ça sera présenté par Crésus. Et donc, autour de cette table, je vous présente les intervenants de cette table virtuelle qui représentent respectivement leur structure aujourd'hui. Et puis, on en profitera pour faire un test micro en même temps. Donc, bonjour Hélène Harveillé. Vous êtes à la direction des services aux particuliers dans la Banque de France, à la Banque de France. Est-ce que vous nous entendez? Et est-ce que votre micro fonctionne? Alors, je vous entends. Est-ce que c'est... Vous m'entendez également? On vous entend bien, oui. C'est parfait. Bon, parfait. Merci beaucoup. Bonjour Florence Bénistan. Vous travaillez à la direction des clientèles vulnérables à la Banque Postale. Bonjour à tous et tous. Oui, je vous entends très bien et j'espère que vous m'entendez également. Ouais, Ouais, ça ok. fonctionne. Bonjour Simon Weiner, vous êtes président d'honneur de SOS Famille Emmaüs Nanterre. Et je vous vois, mais je ne vous entends pas. Je sais que vous avez essayé de m'appeler, mais est-ce que vous pouvez peut-être essayer de vous connecter sur un ordinateur? Et puis, nous avons Aristote Zola, chargé de développement territorial chez Crésus. Bonjour Aristote. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et je vous entends très bien. Super, merci beaucoup. Alors on a un petit problème avec un intervenant qui est là, mais qui, je crois, ne nous entend pas. Écoutez, Écoute, Jean-Alexis, de toute façon, moi, je peux faire mon introduction et je te laisserai peut-être appeler Simon pendant. ouais, parfait. Ah, Super. effectivement, Paul, je te laisse la main pour introduire cette table ronde, l'inclusion financière par le numérique. La parole est à toi. Merci beaucoup. Et je te laisse du coup passer les slides parce que j'ai pas la main. Attends, à moins que j'ai du coup la main sur les. Ah non, c'est bon, merci beaucoup. Bonjour, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, euh, donc là, notre sujet aujourd'hui, c'est effectivement comment le numérique peut être un levier d'inclusion financière et comment on conjugue inclusion financière, inclusion numérique. Et donc nous, chez We Take Care, on est une association généraliste sur l'inclusion numérique, mais on travaille aussi beaucoup l'inclusion numérique à travers différentes thématiques et notamment l'inclusion financière qui s'est révélée être un champ très important de l'inclusion numérique. Déjà, un petit mot de contexte sur la dématérialisation des services bancaires et marchands plus globalement. On a eu, enfin, c'est passé en même temps à la fois une diminution du nombre d'agences bancaires sur le territoire, conjuguée à un développement des services bancaires dématérialisés et à une forte augmentation de la place du e-commerce, qui évidemment était déjà très présent avant le Covid et dont la place a encore pris beaucoup plus d'importance depuis le Covid. Donc on a ce contexte de forte dématérialisation et de moindre aussi accès à des relais physiques pour les personnes qui en auraient besoin, qui sont moins à l'aise avec le digital. On peut passer à la suivante. Voilà, alors nous, cette dématérialisation, on essaye d'avoir un regard équilibré et je vais commencer par les avantages qu'on y voit. Cette dématérialisation, elle présente des avantages certains pour les personnes qui sont à l'aise avec le numérique. On les a rangés en trois familles d'avantages. On pourrait en rajouter d'autres ou le présenter différemment. Mais il y a d'une part, évidemment, un gain de temps et en termes de praticité, on a moins de déplacements à faire. On peut faire des opérations bancaires de manière instantanée. On a des démarches administratives qui sont aussi allégées. Donc ça, c'est un vrai avantage. Par ailleurs, et c'est un sujet qui nous mobilise beaucoup chez We Take Care, cette dématérialisation, elle est aussi source d'économie, à la fois parce que il y a des opérations qui sont gratuites en ligne, qui sont payantes en guichet, donc c'est moins cher d'utiliser la banque à distance qu'en guichet. Par ailleurs, pour un consommateur, pour un client, on a accès à un plus large choix d'offres bancaires grâce au digital en souscrivant
en digital. Il y a aussi des nouvelles offres qui sont apparues, complémentaires aux banques traditionnelles, des comptes de paiement, etc. Donc, ça ouvre des opportunités plus larges et donc aussi des opportunités moins chères pour accéder aux services bancaires. Et par ailleurs, c'est un autre sujet, mais le numérique a aussi généré des gains de pouvoir d'achat parce que le e-commerce permet là aussi, mais au niveau des achats au global, de comparer, d'avoir accès à des réductions, etc. Donc d'avoir accès à des gains de pouvoir d'achat. Par ailleurs, le digital a aussi permis l'émergence de l'économie, ou en tout cas cette prise d'importance énorme de l'économie collaborative, qui elle aussi génère des économies. Donc gain de temps, économie, et en plus, ça permet aussi une meilleure gestion budgétaire, évidemment, quand on a accès à son compte en temps réel, H24, quand on a accès aussi, on va en parler tout à l'heure, à des outils pour mieux gérer son budget, que ce soit des outils embarqués dans les applications ou des applications qu'on télécharge en plus, ça permet évidemment de mieux gérer son budget. Donc oui, la dématérialisation des services bancaires et marchands présente de vrais avantages pour les personnes qui ont su prendre ce virage. Et on peut passer du coup à la suivante. Merci beaucoup, Jean-Alexis. Mais pour les personnes qui ont des difficultés avec le numérique, ça a fragilisé l'accès à ces services qui sont des services essentiels. Euh, donc, on a trois exemples. D'une part, sur l'accès aux services bancaires, il y a des chiffres qui sont assez frappants. Donc, la Fédération bancaire française fait tous les ans avec l'IFOP une étude sur l'usage, ça s'appelle les Français et leurs banques, je crois, et sur les usages bancaires des Français. Et on voit, intéressant, que seulement 64% des 65 ans et plus ont téléchargé l'application de leur banque, contrairement à 90% des 18-34 ans. Donc on voit qu'il y a un fossé dans l'appropriation de cet outil qu'est l'application bancaire en fonction de l'âge. Et chiffre qui est intéressant aussi, plus en termes de perception, on voit que 66%, on repart de cette base de 65 ans et plus, souhaiteraient que leur banque se digitalise moins vite, alors que dans les mêmes proportions, mais du coup inversées, 67% des 24-35 souhaiteraient qu'elle se digitalise plus vite. Et on a des chiffres qui sont encore plus importants quand on prend la tranche des 18-24, où là, de mémoire, ça atteignait 75 ou 80%. Donc, on voit qu'il y a effectivement, si on prend ce critère-là, sur cette première dimension, sur le critère d'âge, on voit qu'il y a une vraie différence il y a une vraie différence dans la capacité d'appropriation des services bancaires digitaux. Deuxième sujet, le pouvoir d'achat, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est évidemment formidable de pouvoir avoir accès à des gains de pouvoir d'achat grâce au numérique. En revanche, il y a là aussi un hiatus important entre les personnes qui ont des bas revenus et les personnes qui ont des hauts revenus dans le recours qu'elles ont aux achats en ligne. Et on voit qu'il y a un différentiel de 12 points entre les personnes à bas revenus et les personnes à hauts revenus dans la capacité d'avoir recours aux achats en ligne. Et on voit il y a cette phrase que j'aime beaucoup qui est tirée de l'étude Capacity, qui est une étude qui a été faite en 2017, mais qui avait déjà cette intuition. Les internautes ayant le plus de difficultés économiques sont ceux qui tirent le moins parti d'Internet pour faire des économies dans leurs achats. J'aime beaucoup, pas pour ce qu'elle décrit, mais parce que je trouve qu'elle décrit très bien la situation. Jean-Alexis, tout le monde m'entend bien encore? On est bon? Oui, super, Paul. Je voulais être Merci. sûr de pas parler dans le vide. Super. Et troisième dimension, quand on parle de digitalisation et de services marchands, services bancaires, il y a évidemment la question des arnaques en ligne qu'on peut se poser assez rapidement. On sait que, ça c'est un chiffre de la Fédération bancaire française également, qu'un Français sur deux a déjà subi une tentative d'arnaque aux données bancaires. Le très récent rapport annuel de cybermalveillance, dont je vous recommande la lecture, indiquait qu'il y a eu un bond dans l'arnaque aux faux conseillers bancaires, plus 78%. Ça, c'est intéressant d'avoir ça en tête quand on parle de numérique et d'inclusion bancaire. Et on voit que dans ce même rapport, je cite ce rapport, la cybermalveillance est un risque auquel nos concitoyens en difficulté avec le numérique sont particulièrement exposés. Euh, ce ne sont pas les seuls. Il ne faut pas non plus effectivement caricaturer en se disant c'est que les personnes qui maîtrisent mal le numérique ou que les personnes seniors qui sont touchées par ces arnaques.
On voit aussi que les jeunes sont très touchés, sont un public, même les jeunes qui maîtrisent certains usages numériques, en fait, ils sont aussi très touchés par les arnaques parce qu'ils ils sont pas forcément au courant, ils sont pas forcément armés pour répondre et pour ne pas tomber dans le panneau. Donc voilà, tout le monde peut être victime de ces types d'arnaques et peut être vulnérable face à ces nouveaux dangers. Donc voilà, la slide d'avant, c'était les avantages. Et là, on voit qu'il y a, en revanche, pour les personnes qui euh, sont des difficultés d'une nature ou d'une autre avec le numérique, ça crée un éloignement des services bancaires. Et donc, fort de ce constat, chez WeTakeCare, on a deux grands types d'actions pour apporter notre pierre à l'édifice, à la remédiation de cette situation. D'une part, on travaille avec un certain nombre de banques pour les aider à mettre en capacité leurs clients sur le numérique. Et donc là, c'est un certain nombre de choses qu'on met en place, mais ça va de savoir diagnostiquer, mettre en place et systématiser un diagnostic de compétences numériques, créer des parcours d'accompagnement, des parcours pédagogiques sur le numérique, aussi euh, piloter par la donnée ces dispositifs. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment des choses qui se passent dans les banques, avec des banques qui se posent la question, et on aura la chance d'entendre à la fois la Banque de France et la Banque Postale aujourd'hui, qui se posent la question, effectivement, comment je fais pour proposer des alternatives, accompagner, débloquer des personnes qui ont des difficultés avec les usages numériques, bancaires et financiers. Ces personnes qui étaient représentées dans la slide précédente, notamment dans ces chiffres. Deuxième sujet sur lequel on travaille, Jean-Alexis a parlé de la plateforme Les Bons Clics que l'on développe depuis un certain nombre d'années maintenant, que vous connaissez sûrement beaucoup. Euh, et donc sur les bons clics aujourd'hui, il y a plus de 80 000 personnes qui sont mobilisées, qui sont des aidants numériques et qui sont mobilisés. Et on a développé, grâce notamment au soutien de la Banque Postale qui est présente aujourd'hui, tout un programme pour développer des ressources pédagogiques, de la montée en compétences à destination de cette communauté dont vous faites partie, d'aidants numériques, afin de développer les accompagnements sur ces sujets qui sont essentiels. Et donc, ça passe par des webinaires, par du contenu, par des ressources pédagogiques, etc., etc. Je vois que Jean-Alexis me dit d'accélérer un peu, donc je vais tout à fait accélérer. De toute façon, j'ai globalement fini mon introduction. Je l'ai pas Euh, dit comme ça. Pardon? Non, non, je disais, je l'ai pas dit comme ça. Non, 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 mais je l'ai bien pris. Attends, mais juste si tu passes à la slide suivante, je voulais vous, effectivement, les bons clics, globalement, le message, c'est que c'est super. Et que je vous recommande toutes et tous d'y aller si vous n'êtes pas encore, mais je pense qu'un grand nombre d'entre vous est déjà sur les bons clics. Ça permet pour les aidants d'outiller ces accompagnements, de monter en compétences, et pour les apprenants d'apprendre en autonomie ou en semi-autonomie. Et donc, on peut passer à la slide suivante. Je voulais juste montrer à quoi ça ressemble. On développe, alors ça, c'est des petites nouveautés. On développe des contenus d'auto-apprentissage à destination des apprenants. Les bons clics a beaucoup été pensé au départ uniquement de manière intermédiaire. Et aujourd'hui, de plus en plus, on met à disposition ces types de contenus qui vous permettent aussi de prescrire ces contenus aux personnes après les accompagnements que vous faites, ou pour des personnes qui n'ont pas forcément besoin d'un accompagnement physique, de faire un parcours de e-learning en autonomie. Donc ça permet aussi de toucher différents publics. Et encore 10 secondes, quitte à avoir explosé le timing, aussi vous montrer les nouvelles fonctionnalités qu'on développe de restitution aux aidants des données de progression des apprenants. Donc, dès aujourd'hui, vous pouvez, c'est un exemple que j'ai fait avec mon compte, etc. Donc, c'est évidemment, il ne se passe pas grand-chose sur l'écran là. Mais en gros, vous pouvez suivre, à la fois prescrire des ressources, des parcours à vos apprenants et suivre la progression de vos apprenants, donc voir si les personnes bloquent, si les personnes ont terminé, etc. Donc, ça permet de créer un lien qui va au-delà de simplement le moment de l'accompagnement. Et j'ai fini, Jean-Alexis. Pardon d'avoir exposé le timing, mais je pense que c'est des infos importantes. Je t'en prie, Paul. Merci beaucoup pour cette introduction en la matière sur l'inclusion financière et l'inclusion numérique. Je vous propose justement de commencer le tour de table avec vous, Hélène Arbeillé. Vous êtes adjointe au directeur de la direction des services aux particuliers à la Banque de France. La Banque de France, c'est la banque centrale française. Elle est connue pour son rôle de régulation monétaire, bancaire, mais vous êtes aussi en tête de pont sur l'éducation financière et l'inclusion bancaire, notamment l'accessibilité bancaire, puisque
vous gérez la procédure de droit au compte. Tout Français, toute Française peut se voir ouvrir un compte bancaire avec cette procédure, avec ce droit. Vous pilotez aussi l'Observatoire de l'inclusion bancaire, l'OIB, qui permet d'avoir un panorama justement de la situation de la finance inclusive en France. Et puis, vous êtes aussi chef de file de la stratégie d'éducation financière en France, EducFi. Alors, bonjour Hélène. Concernant cet observatoire de l'inclusion bancaire, et pour se donner un petit peu une idée justement des actions en la matière, quels sont les éléments marquants issus de la dernière édition de cet observatoire? Alors, écoutez, vous allez avoir très, très prochainement, au mois de juin, le rapport annuel de l'OIB 2023 qui va vous dévoiler les principales actions qui ont été menées. Donc, je vais pas anticiper ce rapport voilà, que tout le monde attend et qui va bientôt paraître. Excusez-moi, Mais est-ce ouais, que vous excusez-moi, m'entendez bien? il y a un petit problème de son. Ah, Il y a une vibration qui malheureusement porte un petit peu au-dessus de votre voix. est-ce que c'est mieux là? Je viens de Oui, réactiver le micro, c'est mieux? là c'est mieux. Voilà, je vous remercie. D'accord. Donc oui, je disais que le rapport de l'OIB 2023 va paraître au mois de juin. Donc, je ne vais pas révéler les principales indications qui seront portées dans ce rapport. Mais effectivement, l'année 2003 a été assez riche pour l'OIB qui a continué ses travaux, notamment en matière d'études des programmes mis en place par les banques pour détecter de manière prédictive la fragilité des clients. Il a également continué ses études sur le microcrédit et l'impact du microcrédit sur les bénéficiaires. Et bien évidemment, c'est beaucoup attaché à essayer de voir ce que les banques mettaient en place pour notamment réévaluer le seuil de ressources en deçà duquel les clients sont considérés comme des clients fragiles. Vous avez dû voir à cet égard le communiqué de presse qui est paru cette semaine sur le sujet. Donc, l'OIB s'est félicité quand même de l'avancée des banques sur ce sujet, puisque en réévaluant le seuil de ressources qu'elles ont la liberté de fixer, les banques identifient de plus en plus de clients fragiles chaque année. Et cette année, c'était particulièrement important dans le contexte inflationniste que l'on connaît d'avoir cette réévaluation et cette indexation du plafond de ressources pour que les clients fragiles soient détectés et puissent bénéficier du plafonnement des frais qui suit l'identification des clients fragiles. Donc, voilà, les grands travaux de l'OIB se sont poursuivis et ont porté leurs fruits de manière assez satisfaisante cette année. Vous me permettrez peut-être, à moins que vous vouliez me poser des questions, je ne sais pas comment vous voulez qu'on procède. Oui, bah merci pour ce premier panorama. Et puis, ça sera intéressant justement sur cette détection d'avoir Oui. l'explication de la mise en œuvre par Florence Pénistan à la Banque Postale. Mais est-ce qu'il y a d'autres articulations que vous voyez à la Banque de France entre l'inclusion financière et le numérique? Alors, bon, pour nous, l'inclusion numérique est un facteur d'inclusion financière. Enfin, je vais le voir voilà, de manière positive. On peut aussi le dire à l'inverse, que l'exclusion numérique favorise l'exclusion financière. Ne serait-ce que par la dématérialisation des relevés de banque, tout simplement, qui est un élément clé pour permettre aux personnes de bien gérer leur budget et donc de ne pas tomber dans la fragilité et surtout dans le surendettement. Donc, sur cet aspect-là, nous, qu'est-ce qu'on fait à la Banque de France? Parce que
on a cette conviction aussi que le numérique est un facilitateur. Alors, est à la fois un facilitateur, donc on met tout en œuvre pour devenir de plus en plus numérique pour faciliter l'accès à nos services, dont je vais retracer brièvement je vais les réénumérer brièvement parce que je ne suis pas sûre que tout le monde sache exactement ce qu'on fait sur le sujet. Mais également, on est très conscient du fait que les personnes les plus fragiles ne sont pas les plus outillées numériquement. Donc, on est toujours très soucieux à la Banque de France de conserver notre côté multicanal et d'être accessible également par téléphone et surtout physiquement. On a encore 105 implantations à la Banque de France partout sur le territoire pour que justement les personnes qui sont exclues du numérique ne soient pas exclues de nos services. Mais ceci étant dit, nous suivons la tendance actuelle de la numérisation dont vous avez rappelé les mérites et le côté plus simple, plus rapide, évidemment, que les modes de communication traditionnels. Donc, en 2 mots, ce que fait la Banque de France en matière d'inclusion financière, l'inclusion financière, on l'a définie comme le fait de prévenir ou de traiter les difficultés rencontrées par les personnes pour accéder aux services financiers nécessaires à la vie courante. C'est à peu près comme ça qu'on a défini la notion à la Banque de France. Donc, c'est décliner cette notion en plusieurs dispositifs, des dispositifs qui facilitent l'accès aux comptes bancaires, aux moyens de paiement, un accès minimal à d'autres services financiers. Donc, on a sous cette égide-là la procédure de droit au compte, le microcrédit, la micro-assurance, la micro-épargne. Là-dessus, la Banque de France, elle, gère la procédure de droit au compte pour le compte de l'État, donc désigne concrètement les banques quand des particuliers viennent la voir et ne peuvent pas ouvrir par eux-mêmes un compte en banque. Donc, quand les gens sont dépourvus de compte, on a ce droit en France à bénéficier d'un compte bancaire et c'est la Banque de France qui autoritairement désigne les établissements dans ce cadre. On a d'autres dispositifs de protection au profit des personnes en situation de fragilité financière avérée pour le coup, que sont principalement la procédure de surendettement que la Banque de France donc gère en ce sens qu'elle assure le secrétariat des commissions de surendettement qui sont partout dans tous les départements français. Elle gère également les fichiers d'incidents de paiement, qui sont donc les fichiers dans lesquels sont recensés les incidents de paiement ou de crédit des particuliers. Quand on dit « je suis fiché Banque de France », voilà, on fait référence à ces fichiers-là. Ce n'est pas la Banque de France qui fiche, c'est les établissements quand ils ont des incidents qu'ils détectent, dont ils sont victimes. Mais la Banque de France gère ces fichiers pour le compte de l'État toujours. Il y a également le dispositif de plafonnement des frais, d'offres spécifiques clientèle fragile qu'on a abordé juste avant. Et puis, on a une troisième déclinaison de cette inclusion financière dont on s'occupe à la Banque de France, qui sont toutes les actions de prévention et d'accompagnement, et notamment notre activité d'accueil information et d'éducation financière. Et sous l'égide de l'accueil information, on renseigne toutes les personnes sur toute question qu'elles pourraient avoir en lien avec les dispositifs qu'on gère, donc fichiers, droit au compte, surendettement, mais également toute question en relation avec les pratiques et la réglementation bancaire et d'assurance. Donc, sur tous ces services, si j'ai commencé par là, c'est pour en venir à ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire le numérique. Sur tous ces services, on a opéré une digitalisation. Donc, on peut déposer aujourd'hui un dossier de surendettement en ligne. Donc, ça représente, c'est pas encore considérable. Ce service est déployé depuis décembre 2020 et on a aujourd'hui à peu près 17% des personnes qui déposent leur dossier en ligne.
Pour vous donner un ordre d'idée, on a eu 121 600 dossiers déposés en 2023, sur lequel il y a eu 17% de dépôts en ligne. Et ça, c'est plus que les années précédentes ou c'est moins? Oui, Comment alors évolue cette oui, tendance? c'est plus que les années précédentes. On était à 10% en 2021, 14 en 2022 et 17 en 2023. Donc, on espère augmenter encore ce chiffre l'année prochaine, sachant qu'on va étendre notre digitalisation aux co-déposants. Vous savez que les dossiers peuvent être déposés par une personne seule ou co-déposés, surtout par des couples. Et aujourd'hui, on ne peut pas co-déposer en ligne. Le dispositif ne le permet pas. C'est une fonctionnalité qui devrait arriver à la fin de l'année 2024. Donc, on espère que ce dispositif de dépôt en ligne va croître au fil des années, parce que c'est évidemment plus simple pour les personnes, mais évidemment pour des personnes qui sont outillées ou qui sont accompagnées pour ce faire, ce qui n'est évidemment pas toujours le cas. Sur notre activité d'accueil information et de demande de désignation d'une banque dans le cadre du droit au compte, notre service Vos demandes en ligne a été ouvert en 2017. Et on est aujourd'hui à 37% de nos saisines de la Banque de France sur des questions de tous ordres, notamment celles que je viens de citer. 37% qui sont faites via ce canal, vos demandes en ligne, les autres étant faites soit par téléphone, soit par courrier, soit au guichet, puisque nous avons conservé toutes nos implantations, et c'est quelque chose auquel le gouverneur de la Banque de France tient beaucoup, à savoir c'est l'usager qui choisit son canal, et ce n'est pas la Banque de France qui lui impose un canal, même si, bien évidemment, on vient de le voir, on s'ouvre au numérique et on essaye de rester moderne, de devenir moderne à la Banque de France comme ailleurs, évidemment. Donc, cette quote-part qui grandit chaque année montre qu'effectivement, ce canal est utilisé et de plus en plus. Sur le droit d'accès… Oui, excusez-moi. Oui, pardon, petite question sur le score de fragilité, ce qui permettra ensuite à la Banque Postale de voir comment il est mis en œuvre. Dans le dernier observatoire de l'inclusion bancaire, on constate qu'il y a de plus en plus de clients fragiles en France. Mais est-ce que c'est qu'ils sont détectés plus tôt, ou comment ça se passe, où il y a plus de personnes en difficulté financière, tout simplement? Alors, effectivement, il y a deux choses qu'il faut un petit peu séparer, si on rappelle à très gros traits la réglementation sur le sujet. On a une obligation dans les textes pour les banques d'identifier les situations de fragilité financière des personnes physiques qui agissent pour leurs besoins personnels, et de disposer donc d'un mécanisme de détection. Et il y a deux types de critères. Donc, il y a des critères réglementaires, l'inscription au fichier central d'échec pendant 3 mois, le dépôt d'un dossier de surendettement aussi, qui font que si ces personnes cochent ces critères, elles sont automatiquement considérées comme fragiles. Et puis, il y a des critères que l'on appelle modulables, dont les établissements sont maîtres pour partie, qui permettent également de détecter les fragilités, et notamment ce sont des critères liés au fonctionnement du compte, au nombre d'incidents détectés sur un mois ou sur 3 mois, et au montant des ressources portées au crédit du compte. Et puis, il y a également tout élément que les établissements souhaiteraient ajouter à ce dispositif pour pouvoir considérer les clients comme fragiles. Donc déjà, pour ces critères modulables-là, liés aux détections d'incidents de compte et montant de ressources, bien évidemment, les établissements, mais la Banque Postale le dira mieux que moi, ont mis en place des systèmes de détection automatisés qui font que forcément, elle les top, et ils sont inscrits ils sont topés clients fragiles, et ils bénéficient des mesures adaptées.
Et puis, donc, les plafonnements de frais, on leur propose l'offre spécifique et ils sont suivis de manière particulière. Et puis, il y a une autre chose en parallèle de ce que je viens de citer, qui est un dispositif prévu par la charte d'inclusion bancaire et qui est un dispositif de détection prédictive. Donc là, ce que je vous ai cité, on était déjà dans la fragilité. Là, on est en amont de la fragilité et on essaye de détecter. Les banques doivent mettre en place un système qui leur permet de détecter de manière de plus en plus précoce les clients fragiles. Et c'est ce dispositif-là qui est à leurs mains. Et on observe une certaine hétérogénéité dans les mécanismes qui ont été mis en place par les banques pour détecter très en amont ces clients fragiles et les suivre de manière particulière. Donc, il y a des banques qui ont calqué leur modèle en étudiant d'anciens clients qui étaient tombés dans la fragilité, d'autres d'anciens clients qui étaient tombés dans le surendettement. Et chaque établissement met en place ces sortes de moteurs de recherche, souvent maintenant associés avec de l'intelligence artificielle, qui a pour vocation à éviter que les clients finalement tombent dans la fragilité que j'ai citée avant et les suivre de manière très, très, très rapprochée. Donc, sur ces dispositifs-là, les banques qu'on a interrogées en sont satisfaites. On n'a pas de modèle unique. On a des critères assez variés. Ce que l'on constate quand même à les entendre, et c'est assez logique, c'est qu'il y a un rôle clé qui est joué par le conseiller clientèle une fois que le moteur, le dispositif mis en place a topé la personne comme étant susceptible de tomber dans la fragilité, le conseiller va intervenir et va contacter le client et va avoir un rôle clé parce que d'abord, il va falloir le convaincre que s'il a été topé, c'est qu'il y a peut-être une vraie difficulté, ce qui n'est pas évident pour un client à entendre, et puis essayer de l'amener vers des produits adaptés et une offre adaptée. Mais là-dessus, la Banque Postale sera beaucoup plus à même que moi d'expliquer en détail ce type de dispositif. Ce qui est sûr, c'est que les banques en sont satisfaites, que ce dispositif permet de suivre davantage ces personnes à l'aune de la fragilité. Et ce que je peux vous dire également, c'est que ce dispositif va maintenant, il est pour l'instant dans la charte d'inclusion bancaire, mais il est maintenant dans la nouvelle directive Crédit Conso qui a été adoptée au mois d'octobre dernier, qui est en cours de transposition en France. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui maintenant est gravé dans le dur au niveau de la réglementation européenne. Donc, c'est un sujet sur lequel le législateur européen a souhaité intervenir pour graver ce dispositif à son niveau, ce qui, à mon sens, traduit l'importance qu'il faut accorder à ce type de détection et évidemment aux conséquences qui sont ensuite qui en découlent pour les clients. Voilà ce que je peux dire sur le sujet, mais c'est vrai que c'est encore assez jeune comme type de dispositif et je crois que les banques ne peuvent pas encore complètement mesurer l'efficacité des dispositifs qu'elles ont mis en place. Elles en sont satisfaites, mais il faut encore sans doute un petit peu de temps avant que l'efficacité soit vraiment démontrée. Ben, on verra justement peut-être les analyses dans le prochain observatoire de l'inclusion bancaire. Rappelez-nous quand il va être publié, celui de le Alors, prochain. le prochain rapport est publié au mois de juin, fin juin. Très bien. Donc, on verra à ce moment-là les tendances et l'évolution justement de la mise en place de ces indicateurs de fragilité. Donc, merci beaucoup pour cette introduction et on voit qu'effectivement, la manière pour la Banque de France d'agir sur l'inclusion bancaire est large et que le numérique permet à différents égards de contribuer à l'inclusion financière des publics les plus fragiles. Je vous propose que l'on
et bien que l'on donne la parole justement pour la mise en œuvre notamment du score de fragilité dont vous parliez, Hélène. Et donc, Florence Bénistan, vous êtes responsable marché clientèle fragile à la Banque Postale. La Banque Postale a plusieurs missions de service public et l'une d'elles est notamment de garantir l'accessibilité bancaire pour tous, notamment via le livret A d'accessibilité bancaire. Et justement, Florence, sur ces critères de détection, et c'est intéressant ce que disait Hélène aussi sur le rôle du conseiller suite à justement cette détection. Comment est-ce que ça se met en place concrètement dans votre banque? Comment cela est-il utilisé? Oui, merci beaucoup, Jean-Alexis, puis merci Hélène pour en effet le panorama global de tout le dispositif d'inclusion financière pour nos clients en situation de fragilité financière. En fait, à la Banque Postale, très concrètement, alors on a déjà en termes de volume, on a à peu près 1,6 million de clients qui sont identifiés fragiles financièrement dans nos bases. Et en termes de détection, on a 3 types de détection. Alors, je vais reprendre un peu ce que dit Hélène et puis donner une coloration un peu plus pratique. Mais en gros, on a la détection un peu en face à face déjà, puisque finalement, il y a rien de tel qu'un rendez-vous avec le conseiller bancaire pour identifier déjà les premiers signes de dégradation financière de la situation. Donc, le conseiller, à travers le questionnement, la découverte de la situation du client, va identifier qu'il y a un, une bascule un petit peu dans la fragilité financière parce qu'il y a eu un accident de la vie, la personne est au chômage ou alors a eu un accident de santé, ça peut être aussi le passage à la retraite ou même les études des enfants qui vont faire que les flux entrants sur le compte du client vont baisser. Et donc ça, c'est des premiers alerteurs que le conseiller peut identifier et du coup pousser l'offre clientèle fragile au client, c'est-à-dire il peut lui proposer cette offre qui permet le plafonnement des frais à 20 € par mois, qui va être une première mesure un peu protectrice du compte, puisque là, le client n'aura pas le droit au découvert, n'aura pas de chéquier, aura une carte à autorisation systématique. Donc, ça va être une période un peu de stabilisation de son compte en attendant que la situation s'améliore. Ça, c'est le premier cas de détection qu'on peut faire. Le deuxième, et c'est ce que disait Hélène, c'est l'identification avérée de la fragilité financière à travers un algorithme qui est mis en place dans nos bases et qui permet d'identifier sur plusieurs types de critères la fragilité du client. Donc, il y a en effet, alors à la Banque Postale, on identifie comme fragiles les clients qui bénéficient déjà et qui détiennent l'offre clientèle fragile et les clients qui sont dans le cadre du droit au compte. Donc, ces personnes-là ont déjà leurs frais d'incident plafonnés à 20 € par mois. On applique bien entendu après les critères réglementaires, donc les critères de surendettement, les critères de fichage à la Banque de France, et puis les critères incidents, donc un certain nombre d'incidents tous les mois conjugués à un seuil de revenus, font que automatiquement, ces clients-là sont dès le premier mois plafonnés, ont leurs frais d'incident plafonnés à 25 € par mois. Et enfin, on a à la Banque Postale un critère de revenu indépendant qui est propre à la Banque Postale, donc tous les établissements bancaires ne l'appliquent pas, et qui en fait est une première démarche un petit peu de prévention et de la difficulté financière, c'est le critère du seuil de pauvreté. Donc en fait, à la Banque Postale, sur nos 1,6 million de clients fragiles, il y en a la moitié, donc 800 000, qui vont voir leurs frais d'incident automatiquement plafonnés à 25 € par mois parce qu'ils ont un seuil de revenu qui est inférieur au seuil de pauvreté. Et donc ça, on estime que c'est un critère qui est particulièrement inclusif et qui permet justement d'éviter à ce public-là de voir sa situation s'empirer parce qu'ils pourraient avoir des frais d'incident, etc. sur leur compte. Et donc pour tous ces clients, on va mettre en place un dispositif d'information récurrent. Et donc, ils vont recevoir de façon alternée soit un message sur leur relevé de compte pour justement tous ces clients qui ne peuvent pas avoir accès à leur boîte mail ou qui sont un petit peu en fracture numérique, ils peuvent avoir l'information de l'existence d'une offre un peu protectrice dans leur relevé de compte. En alternance également un message dans la messagerie sécurisée de sa banque en ligne et un emailing. Et donc, dans ces messages, on pousse bien entendu donc, ce produit, l'offre clientèle fragile. On pousse aussi le dispositif qui est en place à la Banque Postale qui s'appelle l'appui,
qui est une plateforme d'accompagnement bancaire et budgétaire. Donc, c'est un plateau téléphonique, en fait, de 30 conseillers qui vont pouvoir répondre aux clients, alors qu'ils soient fragiles ou non, hein, mais des clients qui ont des difficultés financières, sur tout ce qui est diagnostic budgétaire, reste à vivre, orientation vers des associations partenaires, détection des aides sociales non éligibles, et qui vont faire vraiment presque un travail de référence sociale, en fait. C'est des personnes qui sont vraiment formées au paysage social, qui ne sont pas dans une logique business. Ils sont vraiment dans une logique d'accompagnement téléphonique. C'est des entretiens qui peuvent durer 40, 45 minutes, où vraiment, ils vont essayer de comprendre la façon dont le client gère son budget et voir s'il n'y a pas, en fait, possibilité d'optimiser son budget, d'étaler les dettes ou alors d'orienter tout simplement vers une association comme Crésus, comme Créasol pour faire du microcrédit, par exemple, ou vers des CCAS, voilà. Donc, ils ont une bonne connaissance du panorama de l'écosystème associatif, en fait. D'accord, mais c'est intéressant. Donc effectivement, on voit que les critères, différents critères que vous nous avez présentés, c'est issu soit des flux entrants, soit, de seuils, comme seuil de la pauvreté, soit de fichiers de surendettement, ou autre. Est-ce que vous avez, donc c'est plutôt des critères financiers. Est-ce que vous avez des critères qui sont plutôt liés aux difficultés sur le numérique? Et on sait que vous avez une clientèle, plus marquée par ces difficultés-là. Comment vous avez, pris conscience de ce sujet et quels dispositifs vous mettez en place pour les accompagner sur le numérique? D'accord. Alors, oui, alors juste, je voulais juste rebondir sur avant de passer un peu à ce qu'on Ouais, met en place sur le numérique et pour compléter aussi ce que disait Hélène sur le score de détection précoce pour vraiment arriver le plus en amont possible des difficultés. Juste pour vous dire que, par exemple, à la Banque Postale, on cible à peu près 30 000 clients par mois qui risquent de basculer dans la fragilité financière dans les 4 à 12 mois. Voilà, donc c'est pour vraiment prévenir, arriver le plus en amont possible. Et donc, ces personnes-là, on leur envoie un email et il y a une relance téléphonique du conseiller qui est faite suite à l'envoi de cet email pour s'assurer que le client va bien faire le point justement avec soit son conseiller, soit le conseiller de l'appui, justement. Donc, on va lui mmh. faire l'informer de l'existence de cette plateforme et l'inciter à appeler pour avoir justement le bénéfice de ce coaching budgétaire. Voilà, bon, c'était juste pour fermer la parenthèse, mais sur l'accompagnement numérique, en fait, c'est vrai qu'il se fait surtout sur un public qui vit un petit peu en marge de la société, et ça rejoint ce que vous disiez en introduction sur la mission d'accessibilité bancaire de la Banque Postale, qui fait partie des 4 missions de service public du groupe La Poste. Cette mission d'accessibilité bancaire, elle nous oblige en fait à ouvrir un livret A, qu'on appelle livret A d'accessibilité bancaire, à toutes les personnes qui en font la demande et partout sur le territoire. Et ce livret A, en fait, il est un peu particulier, enfin, c'est le même support technique qu'un livret A, support d'épargne dans les autres établissements bancaires. La différence, c'est que sur ce livret A, vous pouvez verser vos prestations sociales, vous pouvez être prélevé de vos factures d'électricité, de gaz, d'opérateurs de télécommunications, et vous pouvez retirer et verser des espèces au guichet gratuitement dans tous les bureaux de poste. Et donc, c'est une première marche, on va dire, d'intégration bancaire et donc d'intégration sociale, puisqu'on vous délivre aussi un RIB sur lequel vous allez pouvoir justement après recevoir vos prestations sociales. Et c'est un peu à ce moment-là, en fait, c'est au moment où ce public, donc on en a 1,3 million de clients en accessibilité bancaire, en plus des 1,6 million de clients en situation de fragilité financière. Ce public-là, on le voit beaucoup en début de mois dans les bureaux de poste. Donc, entre le 5 et le 10 du mois, il y a un gros flux entrant dans les bureaux de poste, parce que c'est des personnes qui viennent justement retirer leurs aides sociales au guichet, en cash. Et c'est là qu'on voit et qu'on identifie la fracture numérique, parce qu'en fait, ce sont des personnes qui ont beaucoup de difficultés à télécharger l'application de la Banque Postale, qui ne vont pas avoir le réflexe d'aller au distributeur de billets pour retirer leurs espèces. Donc, ils ont vraiment besoin d'un accompagnement humain. Et c'est dans ces moments-là qu'on propose, avec l'aide justement de We Take Care, avec l'aide aussi d'acteurs de la médiation sociale comme PIMS Médiation ou FAS, Fondation Agir contre l'exclusion, on met en place en fait une détection en bureau de poste pour informer les clients sur des ateliers
numériques qui peuvent être dispensés à proximité des bureaux de poste, souvent dans les antennes PIMS et FAS justement, pour pouvoir les accompagner sur les usages digitaux bancaires. Voilà, donc comment est-ce que je télécharge l'application? Comment est-ce que je télécharge un RIB? Comment est-ce que je crée un mot de passe pour pouvoir justement consulter mes comptes en ligne? Et donc, voilà, ça c'est un peu un premier travail qu'on fait pour pas fermer complètement la porte, hein, à l'accompagnement. Au contraire, ça, il faut que ça reste l'accompagnement humain, il faut qu'il reste au cœur du dispositif, mais pouvoir justement les faire monter petit à petit en compétences sur les usages numériques. Voilà, ça c'est un exemple concret de ce qu'on fait, voilà, sur le numérique. Très bien. On voit que cet accompagnement numérique, sur la gestion budgétaire, elle devient de plus en plus importante et effectivement le numérique, pour ceux qui savent bien l'utiliser, ça permet d'avoir pas mal de bénéfices, et d'atouts sur ça et justement, juste après on va avoir, Simon, Weiner qui va nous parler, d'une application qui permet de gérer ses dépenses. Merci beaucoup, Florence, pour ton témoignage et pour cette précision sur la mise en œuvre des différents critères de détection de situations de fragilité et puis sur l'accompagnement des publics sur le numérique. Bonjour Simon. Est-ce que vous... Bonjour. Ouais, Alors, bah, oui, ça fonctionne, donc ça c'est super. Vous êtes président d'honneur de SOS Famille Emmaüs Nanterre et puis vous êtes absolument, oui. créateur de deux applications, Pilote Budget et Pilote Dépenses. En fait, pour présenter SOS Famille Emmaüs, puis vous compléterez, mais c'est le service coup de pouce d'Emmaüs auprès des familles en situation de mal-endettement. Vous les conseillez sur leur gestion de budget familial et puis pouvez leur apporter une aide financière aussi. Et puis, est-ce que, justement, enfin, comment vous vous êtes venu à créer ou avoir l'idée de créer ces applications? Et puis, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu aussi les actions que vous menez auprès des familles? En fait, qu'est-ce que ça veut dire le mal-endettement? Et puis, voilà, quelle est un peu la philosophie aussi des accompagnements que vous proposez? Pas mal de questions, désolé, mais on redétaillera. Oui, c'est assez vaste. Je vais déjà commencer par le début. Je vais essayer de vous répondre sur la spécificité des SOS Famille Emmaüs. Ce sont des actions, si vous voulez, qui ont été définies par Madame de Poinsignon il y a plus de 50 ans. Donc, les SOS Famille Emmaüs, depuis 50 ans, aident les familles à ne pas tomber dans le surendettement, justement, et à passer une période difficile. Alors, pour ce faire, nous avons la possibilité d'avoir une aide par des communautés, par des comités d'amis emmaüsiens, qui nous allouent une partie financière tous les mois. Et surtout, nous avons les remboursements des gens que nous aidons, qui nous permettent, si vous voulez, avec ces finances, d'aider les familles en difficulté à restructurer leurs finances. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la restructuration? C'est exactement ça. La restructuration n'est pas faire un crédit pour payer un crédit. Ça, c'est souvent ce que les gens font d'ailleurs. Ils ont des problèmes, ils prennent un crédit, après ils prennent un deuxième crédit pour payer le premier. Non, on essaye, si vous voulez, nous d'abord de ne pas créer de dette, mais surtout, si vous voulez, de permettre de rembourser des créances qui sont déjà constituées. Ça peut être des créances d'impôts, ça peut être des créances d'eau, de gaz, ça peut être des créances, enfin, il y en a des fois, c'est plusieurs créances en même temps. Et le but n'étant pas de les payer d'une seule fois, mais plutôt, si vous voulez, de se trouver une structuration qui permette d'aider la famille à se désendetter de ces créances-là, sans avoir besoin de prendre un crédit. Donc, nous avons des avances financières remboursables, sans intérêt et sans frais. Ça, c'est la particularité des SOS Famille. Et nous avons le SOS Famille que je dirige, qui est actuellement que j'ai constitué, qui est le SOS Famille Emmaüs de Nanterre, suit à peu près une centaine de familles par an. Et nous avons suivi depuis plusieurs milliers de personnes, notamment, puisque j'ai été aussi président des SOS Famille Emmaüs de Sartrouville et où j'ai créé Nanterre après. Voilà. Très bien, merci.
Tout à l'heure, Florence nous parlait des flux entrants comme critère justement pour détecter des publics, enfin, des personnes qui pouvaient être en difficulté financière. Vous regardez aussi les flux sortants Oui. et, et pourquoi vous pilotez plutôt par ça et ça introduit justement pourquoi il y a deux applications, l'application pilote budget et l'application pilote dépenses. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux applications? Alors, nous avons constaté d'ailleurs, et ça va dans le sens de ce que tout le monde a dit tout à l'heure, que l'inclusion numérique, notamment par les iPhones et les smartphones, est quelque chose de très important. Nous n'avons, dans tous les gens que nous voyons, nous avons quasiment très peu de personnes, je ne sais même pas 2% des gens qu'on voit, qui n'ont pas au moins un iPhone ou un smartphone. Aujourd'hui, c'est vraiment toutes les familles, même des fois des familles qui ont des gros problèmes, ont un iPhone. Alors ça nous a poussé justement à utiliser ce système numérique parce que d'abord, il peut être simple, même si des fois ça complique un peu les choses, mais il peut être simple. Et nous avons justement fait ces applications dans ce sens-là. Nous avions cette idée d'application, donc c'est parti d'une idée que j'avais eue, d'aider les gens à gérer non pas sur ce qui rentre, parce que on parle beaucoup, si vous voulez, des rentrées financières, c'est-à-dire de ce que les gens touchent, de ce que les gens gagnent, mais ça c'est un piège dans le sens où c'est pas les entrées qui sont prépondérantes, c'est ce qui reste. C'est-à-dire, tout à l'heure, Florence en parlait, le reste à vivre. Parce que moi, je connais des familles qui ont 1500 euros, qui ont un reste à vivre, je dirais, qui est de 500 euros. Je connais des familles, par contre, qui ont 2500 ou 3000 euros, à qui il ne reste pas plus de 350 euros par mois. Donc, on voit bien que la gestion financière, elle passe par savoir évaluer le montant de tout ce que l'on a à payer annuellement, et c'est là-dessus que nous avons travaillé avec les applications, notamment la première qui est le pilote budget, qui permet de déterminer, quand on a ciblé la totalité de ce que l'on aura à payer dans l'année, quel que soit le moment où on l'aura à le payer, pour mettre éventuellement en réserve cet argent. Ça n'est pas des économies, et ça, c'est souvent confondu par les gens, surtout quand ils voient sur leur relevé bancaire qu'il reste de l'argent à la fin du mois. Ils n'ont pas le réflexe de se dire qu'ils en auront peut-être besoin dans 2 mois ou dans 3 mois. Souvent, ils pensent qu'en mettant un peu d'argent de côté, c'est des économies qu'ils pourront utiliser en cas de coup dur. Mais rarement, c'est quelque chose de structuré comme le fait de savoir exactement, une fois toutes les dépenses courantes et les dépenses annexes, puisque les gens se mettent des fois des boulets. Quand je parle de boulets, c'est des fois ils sont un peu légers dans la façon de prendre des engagements. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait mis cette histoire d'un crédit vous engage et doit être comment remboursé. Des fois, les gens se mettent un boulet supplémentaire qui fait que le reste à vivre diminue. La seule notion qui est intéressante, et c'est pour ça que ces applications sont faciles, c'est la notion du reste à vivre. Le reste à vivre, c'est ce qui vous reste pour manger, sortir et vous habiller. Donc, une fois que vous avez déterminé tout ce que vous aurez à payer dans l'année, qui est ramené à un mois, qui est divisé par 12, donc, vous savez exactement par rapport à vos revenus annuels ce qu'il vous reste tous les mois. Que ce soit, même si vous ne dépensez pas, admettons quelqu'un, une famille, a 700 ou 800 euros sur son compte de reste à vivre, il ne peut pas prendre 1000 euros. Or, nous, ça, c'est ce que nous constatons souvent. Des gens qui ont 500 euros vont dépenser 700 euros parce qu'ils entendent 3000 euros de revenus, 2500 euros de revenus, ils pensent qu'ils peuvent se permettre de dépenser 700 euros. Et s'il ne leur reste que réellement 500 euros de reste à vivre, ça ne colle pas, ça ne peut pas fonctionner. On arrive très vite à un déséquilibre financier. Donc pour nous, on a utilisé cette application, la première, le pilote budget, pour définir réellement le reste à vivre des familles et leur dire, si vous avez 500, il faut que vous arriviez à vous structurer pour que vous puissiez vivre avec ces 500 euros et non plus en dépenser 700. Sinon, vous allez avoir
ce que vous disiez tout à l'heure, un malendettement et voire au bout d'un moment un surendettement. Nous avons aussi fait une deuxième application. La deuxième application, d'abord ces applications, il faut quand même dire une chose, c'est qu'elles sont très simples d'utilisation. Certains disent qu'il manque ceci, il manque cela, il n'y a pas d'accès au compte. Ben non, puisque justement l'idée, ça n'est pas de regarder ce qui vous reste sur le compte, mais de regarder ce qui vous reste sur le reste à vivre que vous avez calculé. Le pilote dépense est donc fait pour ça. Le pilote dépense, c'est votre porte-monnaie que vous allez pouvoir interroger. Je m'explique. Quand vous savez exactement ce qui vous reste à vivre dans le mois, vous pouvez le mettre sur le pilote dépense, qui est la deuxième application, et à ce moment-là, vous allez voir diminuer ce reste à vivre en fonction de ce que vous avez expliqué oralement à ce porte-monnaie phonique. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, aller au marché, vous allez dire marché, 12,50 €, ça va se déduire, mettons, des 500 € de reste à vivre que vous aurez mis. Et ainsi de suite. Ce qui veut dire que vous preniez de l'argent en espèces au distributeur ou que vous preniez de l'argent en chèque ou que vous faisiez un retrait par l'intermédiaire d'une carte bancaire. Maintenant, avec les systèmes d'ailleurs digitaux, ça va très vite, mais on ne sait pas où ça passe. Les gens ne savent pas vraiment où passe leur argent. Le pilote budget, comme il suffit de l'indiquer et de dire à son porte-monnaie phonique exactement ce que l'on dépense à chaque fois, même si vous donnez 10 € à un gamin, même si vous allez par exemple donner un pourboire, tout ça, vous pouvez l'enregistrer et ça viendra en détail de vos 500 €. Voilà. Donc ça, c'est un système que l'on a mis en place parce que c'était tellement simple qu'il n'y avait pas à se poser de questions, notamment sur est-ce que je dois mettre 200 €, je dois mettre 300 € de côté, est-ce que je... Non, c'était ce qu'on appelle, les réserves étaient faites par le pilote budget qui avait déterminé tout ce qu'on avait à mettre de côté pour pouvoir payer tout au long de l'année, à des fois à des périodes différentes, les échéances que l'on a à payer. Donc, la seule gestion qui était restée, c'était la gestion du reste à vivre que nous gérons avec le pilote dépenses. Et beaucoup de gens ne savent pas où passe l'argent qu'ils tirent au distributeur, ou alors quand ils ont fait un chèque, ils pensent que c'est payé, mais il n'est pas obligatoirement débité le même mois. C'est un petit peu comme aujourd'hui, les budgets des familles, c'est un peu comme des petites PME. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a les recettes et il y a la réalité du bénéfice. Les recettes, eh ben, c'est bien, si on gagne beaucoup d'argent, tant mieux. Mais ce qui est beaucoup mieux, c'est si on a beaucoup d'argent en reste, c'est-à-dire en bénéfice, c'est-à-dire en reste à vivre. Et la seule gestion intéressante pour les gens, pour ne pas dépasser, pour ne pas se mettre en malendettement, pour ne pas se mettre en surendettement, c'est de rester dans les limites de leur reste pour vivre. Très intéressant. Donc, et c'est bien ça, en fait, ce à quoi sert Pilote Budget. C'est-à-dire que je rentre, au début, je rentre mon salaire brut dedans. Ensuite, je dis, bah, j'ai des charges tous les mois sur mon loyer, j'ai des charges sur mon électricité, j'ai un crédit à rembourser. Et tout ça, du coup, ça déduit de ce salaire, ça déduit donc de mes rentrées d'argent sur mon compte, ça déduit toutes ces charges de chaque mois. Et c'est bien ça qu'il reste, c'est finalement quel est ce reste à vivre déduit de toutes ces charges. Et c'est ensuite à partir de ce reste à vivre que l'on vient piloter ses dépenses. Donc ça, Absolument. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, alors ces applis ont beaucoup de fonctions, hein. Je ne peux pas tout vous expliquer en 5 minutes, donc ça serait compliqué, mais j'incite tout le monde à aller puisqu'on a voulu que ces applications soient anonymes, c'est-à-dire que n'importe qui peut les télécharger. On a voulu qu'elles soient gratuites, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de plus, il n'y a rien du tout. On a voulu aussi que ces applications-là n'aient pas l'utilisation des données des personnes, de façon à ce que tout le monde soit clair et n'ait pas peur d'aller télécharger ou de mettre les choses qui sont des fois personnelles parce qu'ils envoient de l'argent au pays, parce que ceci, parce que cela. Donc, une fois qu'on a déterminé ces engagements financiers, et vous pouvez même, d'ailleurs, vous verrez, mais il faut aller voir sur l'application, vous pouvez même mettre des choses, par exemple, j'envoie de l'argent au pays, ou alors j'entretiens une danseuse au lido. Enfin, tout est possible, hein. Mais ce qui est important, c'est le reste, justement.
Alors, Mm. une fois qu'on ne peut gérer que le reste pour vivre, c'est clair, on ne va pas dépasser, si vous voulez, les rentrées que l'on a. Même si des fois c'est des grosses rentrées, tant mieux, mais on s'est aperçu que des fois des gens avaient des rentrées plus importantes et ils avaient un reste à vivre quasi minime parce que Oui. quelque part ils pensaient qu'ils avaient l'idée sur leur rentrée d'argent, ils n'avaient pas l'idée sur ce qui leur restait. Ouais, et donc c'est bien pour ça que donc là vous avez un retour des usagers et donc je vois que la question, en fait, l'application elle est disponible, enfin les deux applications sont en libre service sur tous enfin tous les stores, enfin les magasins Voilà. d'applications, elles sont gratuites, vous pouvez les télécharger. Il n'y a pas besoin de s'inscrire dessus comme le disait Simon, et donc c'est bien en tout cas un outil numérique au service d'une meilleure, en tout cas, gestion budgétaire. Évidemment, ça ne remplace pas aussi l'accompagnement qu'il peut y avoir dessus pour apprendre à l'utiliser. Et c'est ce que font aussi les bénévoles de votre association. Donc, Alors merci. Ouais, ça bah, justement, je un mot tiens à pour préciser. conclure sur ça. Comme ça, après, on pourra donner Voilà, la parole je à tiens à préciser plusieurs choses là-dessus qui sont très importantes sur ces applis. En dehors du fait qu'elles sont téléchargeables et tout le monde peut les utiliser, c'est vrai qu'au niveau de l'enseignement budgétaire, on l'utilise d'ailleurs avec tous les gens que l'on voit, et beaucoup de gens nous remercient par la suite parce que pour eux, c'est simple. Ils n'ont pas, même si ils ne confondent pas ce qui reste sur leur compte en pensant que c'est des économies. Si c'est des réserves, c'est des réserves. Et ce n'est pas des économies. Si c'est des économies, on les met autrement. Donc, le reste pour vivre leur permet de voir ça. Indépendamment de ça, ils ont aussi la possibilité d'aller dans les informations à la fin du pilote budget ou du pilote dépenses. Et sur ces informations, vous avez les portails, notamment le portail de la Banque de France. Vous avez aussi le point Gouv, où vous pouvez savoir et faire le point sur votre APL ou en ayant directement une redistribution, on vous renvoie sur ces portails directement, qui sont des portails où il n'y a pas de propositions financières, pas de propositions qui vont encore éventuellement vous amener à prendre des crédits ou à faire des choses des fois un peu pompées. En plus, le fait de savoir quel est son reste à vivre a un avantage, c'est quand vous prenez un engagement, un crédit ou autre, ça vous permet de savoir si vous allez pouvoir le tenir. Puisque si vous prenez un engagement sur 3 000 euros de revenus, vous ne le prenez pas de la même façon qu'un engagement qui va être sur les 500 euros qui vous restent. Mm. Tout à fait. Et ben, merci beaucoup, Simon. Et en parlant de crédit, je vous propose que l'on passe donc à Aristote Zola. Bonjour. Oui, Vous êtes bonjour à tous. chargé de développement territorial chez Crésus. Donc, vous accompagnez en fait avec votre association des personnes en situation de difficulté financière et de prévention au surendettement. On imagine que les outils, bah, justement comme celui qui a été présenté de gestion budgétaire, fait partie de votre palette d'outils pour accompagner les publics. Et vous déployez également des solutions comme Dilemme, une solution pédagogique de sensibilisation à la gestion budgétaire. Vous avez aussi une application budget grande vitesse et puis vous avez l'application microcrédit personnel accompagné. Donc, peut-être sur ce microcrédit personnel accompagné, déjà, enfin, de quoi on parle quand on parle de microcrédit personnel? Quelle est la différence avec un microcrédit professionnel? Voilà. Juste pour revenir un peu sur Crésus, qui sommes-nous? Alors, effectivement, on est une fédération de 27 associations. On accompagne des personnes depuis plus de 30 ans maintenant sur l'ensemble du territoire national. Donc, notre objectif, c'est de lutter contre le surendettement et l'exclusion bancaire. Ce sont principalement des personnes qui rencontrent des difficultés financières, qui vont voir les associations Crésus pour être accompagnées. Et donc, très souvent, dans 90% des cas, c'est pour être aidé pour monter un dossier de surendettement. À partir de 2008, donc, on a lancé la fondation Crésus qui agit sur la prévention au surendettement. Et donc, pour pouvoir agir sur la prévention, il faut être en capacité de capter, de détecter les personnes en situation de fragilité dès les premiers signes
de difficultés justement avant que leur situation s'envenime. Et donc pour ça, notre activité a été développée sur 3 axes. Le premier, c'est une plateforme d'accompagnement budgétaire. Et donc, comme Florence le disait tout à l'heure, on travaille sur le principe de prescription. Donc, ce sont des organismes financiers ou assurantiels, mais aussi des opérateurs économiques ou des structures d'insertion et les CCAS qui nous envoient leurs clients ou bénéficiaires en situation de difficulté pour qu'on les accompagne. Cet accompagnement prend plusieurs formes. Donc, dans un premier temps, on fait un diagnostic de la situation financière de la personne et on déploie un accompagnement adapté selon chaque personne. Donc, ça peut être de la médiation bancaire pour les personnes qui ont plusieurs crédits en cours ou alors l'accompagnement vers l'accès au microcrédit qui peut être une solution aussi. Je reviendrai plus tard sur le microcrédit personnel, ce que c'est. Et également, dans le cadre de cet accompagnement qu'on propose au niveau de la plateforme, on fait encore, bien évidemment, de l'accompagnement vers le montage du dossier de surendettement. Mais étant donné que ces personnes qui sont prescrites sont accompagnées en amont, dans 8 cas sur 10, on arrive à déployer d'autres actions que le dossier de surendettement pour ces personnes. Le deuxième axe sur lequel on intervient, donc, c'est le programme d'éducation budgétaire Dilemme. Dilemme, c'est un jeu de plateau où on intervient pour animer, donc sous forme d'atelier en groupe. Dilemme offre justement la possibilité d'aborder différentes thématiques, donc de faire comprendre aux gens, aux participants, tout l'écosystème bancaire, comprendre les différents types de livrets d'épargne, les assurances qui existent, mais également les cartes de paiement. L'idée, c'est vraiment de permettre cet apprentissage budgétaire et financier de manière ludique. Et d'ailleurs, on vient de lancer la version Dilemme en ligne qui a été lancée là début 2024, qui permet à toute personne, où est-ce qu'elle soit, de se connecter à travers un lien et pouvoir participer à un atelier. Donc, un animateur du côté de chez Crésus qui se connecte avec sa webcam et son micro. Et donc, les participants qui sont chez eux peuvent se connecter et suivre un atelier et échanger également avec d'autres personnes qui ne connaissent pas. Donc, d'ailleurs, il y a un lien test qui a été proposé dans le cadre de ce webinaire. Donc, je pense, Jean-Alexis pourra le partager pour que des personnes qui le souhaitent participent à un atelier dilemme en ligne. Oui, Le dernier axe, le chat. qu'on a justement chez Crédit, c'est le pôle émancipation financière où donc effectivement on développe des outils numériques au service de l'inclusion. Donc le premier outil qu'on a lancé, c'est bien évidemment la web application BGV qui est une web application de gestion budgétaire qui, comme vient de le dire Simon, va permettre à son utilisateur de identifier également son reste à vivre, sauf que sur BGV, c'est une web application qui est basée sur le open banking, donc qui va accéder au relevé bancaire avec l'autorisation de son utilisateur, au relevé bancaire et identifier sur le relevé bancaire les ressources, les charges fixes et montrer à son utilisateur donc son reste à vivre pour pouvoir lui proposer plusieurs enveloppes, notamment sur la gestion de son budget et le suivre au quotidien. Également, BGV permet aussi à son utilisateur, pour le coup, étant donné que la web application connaît les ressources de son utilisateur, elle est aussi reliée au site de différentes aides de l'État, notamment les aides.gouv. Il peut faire des propositions à son utilisateur sur les différentes aides auxquelles la personne peut prétendre. Donc, c'est une web application qui est aussi libre d'accès et pas d'enregistrement de données bancaires ni personnelles du bénéficiaire, enfin de l'utilisateur. Le dernier outil qu'on a développé, donc c'est MCPA, qui est une web application qui permet de simplifier la démarche vers l'accès au microcrédit et de mettre en lien les différents acteurs dans le cadre de cette démarche. Alors, pour revenir à votre question, le microcrédit, justement, on parle là, le microcrédit personnel, on parle là d'un prêt qui peut être accordé
à une personne exclue du crédit classique pour diverses raisons, sous conditions. Et parmi ces conditions, justement, ça va être le financement doit permettre d'améliorer l'employabilité ou les conditions de vie du demandeur. Donc, principalement, dans 87% des cas, ça va être pour financer de la mobilité, pour retourner vers l'emploi, financer de la formation ou autre demande qu'il peut y avoir, mais tout en gardant ce côté, améliorer l'employabilité du demandeur. Deuxième condition, c'est que le souscripteur doit être accompagné par une structure sociale, tant au moment de l'octroi du microcrédit que jusqu'à son remboursement. Et donc, c'est le rôle que nous jouons chez Crésus dans le cadre du microcrédit. Donc, c'est d'accompagner le bénéficiaire à la demande du financement jusqu'à son remboursement pour éviter justement tout risque de surendettement. Et le dernier point, c'est que le montant maximum du microcrédit est limité à 8 000 euros dans ce cadre de ces demandes. Donc, très souvent, c'est pour financer la mobilité, comme je vous le disais. L'Observatoire de l'inclusion bancaire parle du microcrédit en France et rappelle son utilité d'inclusion sociale et financière, mais montre aussi que le microcrédit personnel ne semble pas avoir atteint son plein potentiel de recours. Comment ça se fait? Et est-ce que le digital et l'application permet une progression de son développement? Alors oui, en effet, enfin, c'est clair qu'on peut mieux faire en termes de développement de microcrédit. Si on prend par exemple 10% des crédits classiques refusés, ça représenterait une centaine de milliers de clients potentiels de microcrédit, alors que on observe notamment en 2022, il y a eu seulement un peu plus de 19 000 microcrédits accordés. Donc on est quand même très loin de cet objectif qu'on peut se fixer sur le microcrédit. Nous, lorsqu'on a commencé à travailler sur le développement de MCPA, on a essayé d'identifier un certain nombre de freins, selon nous, en ce qui concerne le développement du microcrédit personnel. Et parmi ces freins, on a ciblé notamment une méconnaissance du public cible. Donc, le public cible pour le microcrédit, ce ne sont pas forcément des personnes qui vont s'orienter directement vers les organismes financiers ou même les structures d'accompagnement. Et donc, selon nous, le microcrédit souffre de cette possibilité de capter les clients potentiels. L'autre point, c'est également le temps de traitement de dossier, le délai de traitement qui parfois peut prendre plus de 45 jours parce que alors nous, Crésus, on fait l'accompagnement vers le microcrédit depuis 2006, depuis le soutien du Fonds de cohésion sociale à hauteur de 50% sur le microcrédit. Donc, on a pu remarquer que le temps de monter le dossier avec le bénéficiaire, très souvent, les associations qui accompagnent très souvent, c'est avec des bénévoles, c'est fait sur papier et c'est assez compliqué pour, parfois, les bénéficiaires ramènent les dossiers, les papiers, mais ils sont pas de bonne qualité, donc il faut recommencer, donc c'est assez long comme process. Et également, ce qu'on a vu, c'est que tous les territoires sont pas couverts de la même manière. C'est vrai que dans des grandes métropoles où il y a beaucoup de structures d'accompagnement, bon, ça va être un peu plus avantageux, alors que dans certains territoires où il y a très peu de structures d'accompagnement vers l'accès au microcrédit, cette solution est très peu déployée. Donc voilà, pour essayer de répondre un peu à tous ces freins, on a développé donc MCPA qui agit sur trois axes. Le premier, c'est de permettre la prescription vers les structures d'accompagnement. Donc, le MCPA va offrir un interface prescripteur pour des structures qui ne sont pas forcément spécialistes de l'accompagnement budgétaire. Donc là, on parle notamment des associations de quartier, des CCAS, des missions locales et autres qui vont être formées à la prescription et à l'accompagnement justement du bénéficiaire sur son espace bénéficiaire. Le deuxième axe, c'est de permettre un accompagnement
pour instruire le dossier en tant que structure d'accompagnement, tant de manière présentielle, donc sur l'accompagnement physique, mais également un accompagnement à distance par téléphone, donc avec un espace conseiller qui va permettre à un conseiller budgétaire à distance de récupérer l'ensemble des éléments qui vont être téléchargés par le contacter par téléphone et de pouvoir monter le dossier avec lui avant de l'envoyer vers un prêteur. Et donc, le dernier axe de MCPA, bah, c'est de simplifier et sécuriser tout ce parcours en tirant parti justement du numérique, en dotant un espace pour le prescripteur, un espace pour la structure d'accompagnement, également un espace pour le bénéficiaire lorsqu'il est prescrit de pouvoir renseigner ses informations personnelles, de télécharger ses documents de manière autonome et de pouvoir suivre ses rendez-vous également avec le conseiller budgétaire pour pouvoir monter avec lui tout ce dossier et cette demande de microcrédit. Donc concrètement, MCPA aujourd'hui, on offre la possibilité aux différents acteurs, donc prescripteurs, bénéficiaires, conseillers et également les prêteurs avec qui on travaille qui utilisent MCPA à la fin, une fois que le dossier est monté, pour récupérer l'ensemble des documents téléchargés par le bénéficiaire, la fiche budgétaire et également les informations personnelles pour pouvoir instruire cette demande de microcrédit. Et on espère donc que le déploiement national de cette application permettra d'augmenter le recours des bénéficiaires au microcrédit. Là, vous en êtes à quelle phase justement de ce déploiement et quelles sont les prochaines étapes et les prochaines peut-être les prochains développements sur cette application aussi? Alors, on a fait deux nouveaux axes de développement sur MCPA. Le premier, c'est qu'on a fait une connexion entre BGV et MCPA pour pouvoir avoir la fiche budgétaire du bénéficiaire. Vous savez, ce qui est important dans le cadre de construction, de cette construction du dossier pour la demande du microcrédit, c'est de faire le budget du bénéficiaire, hein, comme Simon le disait tout à l'heure, c'est vraiment de pouvoir avoir les trois relevés bancaires pour pouvoir identifier ses ressources, mais également ses charges pour pouvoir dégager du coup son reste à vivre. Et c'est en fonction du reste à vivre que nous, on travaille. Et donc, on regarde, est-ce que si on impacte un microcrédit sur le reste à vivre de cette personne ou de ce foyer, est-ce que ça va fragiliser leur situation et également si c'est pour le bénéficiaire nous a contacté pour faire une demande d'achat de véhicule, on impacte également le coût de l'assurance du véhicule et on regarde quel impact ça aura sur le reste à vivre. Donc, c'est assez long parfois à monter ce dossier en termes de la construction du dossier sur la fiche budgétaire. Et donc, la connexion avec BGV permet aujourd'hui, étant donné que BGV a accès à ces informations du bénéficiaire, donc là, si un bénéficiaire utilise un BGV et souhaite aussi un microcrédit via MCPA, il a la possibilité d'envoyer de manière autonome sa fiche budgétaire directement vers MCPA pour que le conseiller budgétaire puisse récupérer cette fiche budgétaire qui est déjà vérifiée pour le coup, étant donné que BGV est basé sur le open banking, et donc de transférer toutes ces informations directement de manière autonome. Le deuxième développement qu'on a fait sur MCPA, c'est que étant donné que c'est un outil qui est conçu en marque blanche, hein, l'interface conseiller aujourd'hui est utilisée par des conseillers Crésus au niveau de la plateforme et également des associations Crésus. Demain, on a la possibilité de mettre à disposition cette interface conseiller comme les interfaces prescripteurs sont reliées à une structure d'accompagnement. Demain, une autre structure d'accompagnement vers le microcrédit peut utiliser MCPA comme outil de prescription, d'accompagnement du bénéficiaire et aussi d'envoi vers le prêteur s'il le souhaite. Il y a déjà des travaux d'ailleurs
qui sont en cours avec d'autres structures d'accompagnement et on est en train d'essayer de réfléchir à tout ça pour également faire des API pour pouvoir intégrer MCPA dans des outils déjà existants dans ce sens. Merci beaucoup, Aristote. On arrive à la fin de cette webconférence. Est-ce que je vais prendre quelques questions, s'il y en a, si parmi le public, j'ai vu qu'il y avait des questions qui avaient été posées dans le chat, on n'a pas pu répondre à tous. Est-ce que quelqu'un veut poser une question, donc soit à Hélène Arveillé, qui nous a euh, présenté les actions d'inclusion financière de la Banque de France, soit à Aristote Zola, qui nous a parlé du microcrédit personnel accompagné. Voilà, n'hésitez pas à prendre le micro, soit à Simon Weiner, qui nous a parlé des 2 applications Pilote Budget, Pilote Dépenses, pour piloter son reste à vivre. Et sinon, une question sinon à Florence Bénistan, qui nous a parlé de la mise en œuvre des critères et des scores de fragilité à la Banque Postale et l'accompagnement des publics en fragilité numérique repérés dans les guichets entre le 5 et le 10 du mois qui viennent retirer les prestations sociales, notamment. Voilà, n'hésitez pas à prendre le micro. J'aurais peut-être une question à poser, c'est quel type de partenariat, alors c'est une question pour tout le monde, hein, tous les intervenants, le type de partenariat mis en place avec les acteurs de l'inclusion numérique, pas forcément axé sur le budget ou les aspects financiers, mais sur tout en fait. Alors, qui des acteurs présents autour de la table aurait un élément de réponse? Merci beaucoup pour votre question. Donc, votre question, c'est quel est enfin, quel partenariat s'opère entre les acteurs de l'inclusion numérique et les acteurs de l'inclusion financière? Voilà. Je peux répondre si tu veux, Oui, Jean-Alexis. En fait, c'est ce que je vous partageais tout à l'heure. Pour vous donner un exemple concret, on travaille, nous, sur des partenariats avec à la fois We Take Care et les médiateurs sociaux pour pouvoir mettre en place justement un accompagnement directement dans le bureau de poste pour les clients qu'on identifie fragiles, en fragilité numérique, en fait. Donc, du coup, on a un partenariat à la fois avec We Take Care et à la fois avec les structures de médiation pour qu'on puisse informer en bureau de poste, puis les orienter et mettre en place des ateliers, soit individuels, soit collectifs, dans les structures de médiation qui sont à proximité des bureaux de poste. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question ou pas. Tout à fait, ça répond tout à fait à la question. Merci. Quant à la Banque de France, excusez-moi, je complète juste sur ce sujet. Nous allons mettre en place un système de chat pour les personnes qui n'arrivent pas à se créer d'espace personnel, qui est le préambule indispensable pour les démarches en ligne. Alors, comme c'est un chat, forcément, c'est quand même des gens qui sont sur notre site, donc qui ne sont pas complètement exclus du numérique, mais qui ne sont pas non plus suffisamment autonomes pour arriver à se créer un espace personnel tout seul. Donc voilà, on va essayer de les aider par le biais de ce chat directement. Donc c'est tenu par les agents de la Banque de France. Et puis sinon, on oriente les personnes vers des structures associatives quand on voit qu'il y a des sujets, et ces sujets peuvent aussi être de l'exclusion numérique. Donc là, la Banque de France n'accompagne pas à proprement parler sur ce thème, mais peut orienter vers des structures dont c'est le métier. merci beaucoup, Hélène. Et puis fort du maillage territorial à la fois à la Banque de France et puis avec la Banque Postale, les conseillers font aussi probablement du coup de pouce pour accompagner des personnes qui peuvent être en difficulté sur le numérique. D'autres questions? N'hésitez pas. Tous les intervenants allez-y. Bonjour. Oui, Oui, je suis Mélanie Tau. Du coup, je suis en train de discuter justement sur la question donc, des certificats de domiciliation pour des personnes hébergées sur l'ouverture d'un compte courant en banque, notamment la banque postale. C'est souvent vers cette banque-là qu'on oriente les personnes.
Du coup, j'ai bien compris qu'il y avait la possibilité d'ouvrir un livret A, mais souvent le livret A est refusé par la CAF, par exemple, pour verser les prestations sociales, et on nous demande du coup l'ouverture d'un compte courant. Donc, je voulais savoir pourquoi du coup c'était refusé, puisqu'il y a quand même une domiciliation, ces personnes restent sur le territoire un long moment, donc je n'arrive pas à obtenir vraiment de réponse Mm. à l'interdiction. Oui, alors c'est vrai qu'on a certains cas qui remontent comme ça. Nous, c'est vrai qu'on a des contraintes LCBFT, donc lutte anti-blanchiment, etc., qui sont de plus en plus fortes. Et du coup, notre direction de la sécurité financière met en place un ensemble de référentiels de pièces justificatives nécessaires pour ouvrir un compte. Après, on essaye d'assouplir justement cette mesure là sur les justificatifs de domiciliation. Dans ce cas, ce que je peux vous proposer, c'est peut-être de m'écrire un mail avec les cas que vous avez, parce que nous, ça permet aussi d'échanger avec nos Mhm. antennes conformité locale, sécurité financière, etc., pour voir comment est-ce qu'on peut faire parfois évoluer le dispositif. D'accord. Sur le sujet de la CAF, en effet, c'est un sujet aussi qui revient. Normalement, toutes les prestations sociales en fait, qui sont versées par les collectivités publiques et les organismes de sécurité sociale sont autorisées sur le livret A. Donc pareil, si vous avez des cas ou des irritants, moi je suis très preneuse que vous me les communiquiez en fait. Ok, très bien. Voilà. Vous pouvez du coup redonner votre mail si ça vous Oui, dérange oui, pas oui, je vous le dans mets le dans chat. le. Ouais. Alors je pourrais Merci. pas traiter l'ensemble des Non. irritants si vous m'envoyez tous pour les cas Non, non. particuliers, mais ça permet quand même voilà, d'avancer Oui. Moi, et de mon mieux poste est assez comprendre en fait. spécifique. Mm. J'interviens sur plusieurs centres d'hébergement, donc Ouais, d'accord. je pourrais peut-être pas recenser tout, mais je laisserai vos coordonnées au chef de service Ouais, pour bah, que très ça bien. puisse au moins être remonté par une Ouais, personne de chaque site. ouais, pas de problème. Merci Euh, beaucoup. Madame Sally Moi, j'aurais une Matas. question, en fait, Martine Patron, mission locale de Oui, Paris, sur oui, le reste insaisissable. excusez-moi, madame, parce qu'en fait, il y avait Sally Matas Sissoko qui avait levé la main. Et Ah, j'avais mis dans le chat, moi, en fait, depuis un moment. ouais, Ok. ben, Ouais, 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 allez-y, madame Sally Matas ouais, Sissoko. On revient ouais. à vous après, Martine Patron, promis. Voilà, merci. Donc, je souhaiterais savoir s'il y a possibilité de donner les liens, de communiquer les liens aux aidants numériques pour pouvoir aider les personnes en situation de fragilité en attendant de rencontrer les professionnels. Vous, vous voulez les liens de ce qu'on a présenté aujourd'hui, c'est ça? Voilà, les liens, D'accord. voilà, Bon, les très difficultés. bien, ça vous sera transmis dans le mail post-webinaire. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Du coup, Martine, je vous rends la parole. Ok, bonjour, merci beaucoup. Donc, je voulais savoir ce qu'il en était du reste insaisissable. Je pensais que c'était légal, en fait, que même par exemple, moi, on accompagne des jeunes qui ont eu beaucoup d'amendes durant la période Covid, hein, parfois même toutes les 3 ou à 4 minutes, hein, enfin, voilà. Et en fait, ces jeunes-là, maintenant, sont démotivés pour aller travailler parce qu'ils disent, dès qu'ils travaillent, paf, l'État, enfin, les services des amendes, là, vient pour prendre, en fait, le salaire. Donc, qu'est-ce qu'il en est au niveau légal du reste insaisissable? Est-ce que ça existe vraiment pour toutes les banques? Enfin, est-ce qu'on peut faire un recours? Est-ce que parmi les intervenants, vous avez C'est des une éléments? cause d'endettement très importante, quoi, en fait, après. Alors, moi, je peux juste intervenir sur ce qu'on fait chez Crésus dans le cadre de l'accompagnement de ces jeunes. Et effectivement, on en a beaucoup qui nous sont prescrits, notamment par les missions locales. Euh, Nous, ce qu'on fait avec eux, c'est notamment de mettre en place un échéancier, de négocier notamment avec le Trésor public pour mettre en place un échéancier et qui est pas tout le temps des saisies sur salaire. Et c'est effectivement, ça peut être de source de motivation pour retourner au travail. Mais aussi, ce qu'on dit à ces jeunes, c'est que, enfin, rester dans son coin et ne pas aller travailler pour éviter d'être saisi, le problème ne se règle pas tout seul. Donc, se faire accompagner justement pour essayer de mettre en place un échéancier et de tenter, si possible, d'avoir cette mesure
mesures de grâce, mais enfin, ça, c'est une décision par un juge et c'est pas forcément automatique. Mais là, aujourd'hui, le plus souvent, ce qu'on propose à ces jeunes, c'est d'avoir un échéancier pour pouvoir étaler sur la durée leur dette d'amende qui, malheureusement, ne passe pas non plus en dossier de surendettement et il n'y a pas d'effacement sur ces sujets-là. Oui, ma question, c'était au niveau légal. Est-ce qu'il y a un seuil qui est insaisissable? En fait, c'était ça ma question. Parce que ces jeunes voient parfois l'entièreté du salaire partir, en fait. Peut-être une question plutôt à Madame Florence Benistan, je ne sais pas. Alors, j'avoue que j'ai pas. Je vais me renseigner. Je n'ai pas la réponse à votre question. Je crois qu'effectivement, il y a un seuil bancaire insaisissable hein, qui est un peu plus de 600 euros, je crois, de mémoire. Donc, je vois pas trop le Trésor public contester, ou alors c'est la banque qui ne regarde pas et qui laisse saisir, c'est ça Oui, le oui, je seuil pense, oui. Donc, j'aurais voulu savoir si c'est vraiment légal, ce seuil insaisissable, et si ça s'applique à toutes les banques. Pour qu'au moins le jeune, il y reste ce seuil-là. Si je peux me permettre, le seuil, oui, il y a des sommes insaisissables qui correspondent tout au RSA. Et il y a même des montants qui sont insaisissables, comme par exemple certaines prestations liées à l'handicap qui ne peuvent pas être saisies du tout. On a dépassé le temps du webinaire, mais merci pour vos nombreuses questions. Merci beaucoup encore à nouveau aux intervenants et intervenantes qui ont fait la richesse de cet échange. Donc, le replay vous sera envoyé, ainsi que le support et donc les différents liens qui ont été partagés, notamment pilote budget, pilote dépenses, et puis les ateliers dilemme de Crésus auxquels vous pouvez vous inscrire. Vous aurez les informations sur le site en question. Donc merci encore, Florence, Hélène, Simon, Aristote. Et puis à très bientôt pour nos webinaires thématiques sur l'inclusion numérique et l'inclusion financière. Merci à Merci vous. beaucoup à Bonne journée tous. Et Bonne je vous mets journée. un lien pour un formulaire de satisfaction. C'est important d'avoir vos retours sur nos démarches de webinaire et de webconférence. Merci Jean-Alexis. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir.